Deuxième webinaire organisé par Arbocentre. Ces webinaires ont été organisés suite à l'AG d'Arbocentre qui a dû être transformé en AG à distance étant donné les conditions sanitaires. Donc on a choisi quand même de pouvoir venir vous exprimer les différents thèmes que l'on avait prévu de vous partager le 22 octobre. Donc les thèmes de l'adaptation de la forêt au changement climatique et puis également de l'arbre en ville ont été réalisés ces 2 dernières semaines. Et puis ce troisième webinaire sur le bois énergie est organisé aujourd'hui. Donc nous avons la chance d'accueillir Fabrice Voiry, qui est directeur de l'énergie à Tours Métropole, qui nous parlera des enjeux et de l'ambition du bois énergie au sein de Tours Métropole. Et puis également Olivier Flamand, qui est producteur de bois énergie dans le sud de Touraine et qui nous parlera des ressources locales et de la qualité du combustible. Alors, premièrement, je voudrais vous dire que Arbocentre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'association régionale interprofessionnelle de la filière forêt-bois, qui, en 2021, va se nommer FIBois Centre Val-de-Loire. Notre dernière assemblée générale extraordinaire a validé ce nouveau nom, qui donne une cohérence à l'échelle nationale avec aujourd'hui une majorité d'associations équivalentes régionales qui ont le nom FIBois. Et notre association du réseau national s'appelle aujourd'hui FIBois France. Donc les objectifs d'Arbocentre et de demain FIBois, c'est la promotion et le développement de la filière forêt-bois en région Centre-Val de Loire et notamment des usages du bois construction et du bois énergie. Alors, la semaine prochaine, il y aura un webinaire spécialement dédié au bois construction. Aujourd'hui, on va vous parler du bois énergie et je vais commencer en vous faisant un panorama du bois énergie dans la région, en commençant par une présentation de la mission régionale bois énergie, qui est l'action principale de promotion du bois énergie au niveau régional, avec l'appui d'autres structures qu'Arbocentre, et ce que je vais vous présenter. Et puis, on verra également les disponibilités du bois énergie au niveau régional, qui est une question qui revient souvent, pour montrer qu'on est encore loin d'avoir atteint la, la, la récolte totale des ressources en bois énergie. Donc, pour commencer, la mission régionale bois énergie, c'est une mission qui a été créée il y a une petite dizaine d'années pour permettre à Arbocentre de se concentrer sur une animation régionale et de coordination, et qui s'appuie sur plusieurs structures. Donc, Arbocentre accompagne les projets des collectivités et des entreprises sur le Loiret. Et pour des raisons de proximité, eh bien, on s'appuie sur des structures historiques comme Bois Énergie 41, qui a été créé avec le support de la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher, avec l'appui de Hubert Désiré. En Indre-et-Loire, c'est l'ALEC 37 avec Anne-Fleur Kerouédan. Dans le Berry, il y a l'association ADFIBois Berry, qui s'appuie sur la Chambre d'agriculture de l'Indre et aujourd'hui Lucie Tallier. Et dans le Cher, c'est Florent Braque qui est notre relais. En Eure-et-Loire, pour le moment, l'animation n'est pas encore tout à fait en place. Peut-être que ça se fera via le syndicat départemental d'énergie. Aujourd'hui, Arbocentre suit les projets qui sont menés dans ce département.
Alors, les objectifs de la mission régionale Bois Énergie, c'est d'accompagner les projets, de faire en sorte qu'il y en ait de nouveaux. Et pour ce faire, on réalise des pré-études de faisabilité qui sont des documents à la fois succincts, mais qui permettent de donner des éléments technico-économiques aux porteurs de projets, donc donner des notions de coût d'investissement, des notions d'économie de fonctionnement, et puis donner tous les éléments liés aux aides financières qui peuvent être apportées par l'ADEME, par le Conseil régional, par les fonds européens. Suite à ça, on espère pouvoir faire passer les projets au stade d'études de faisabilité avec l'accompagnement des bureaux d'études thermiques qui aujourd'hui se font via des certifications RGE. Donc on a aujourd'hui 4 bureaux d'études en région qui aujourd'hui sont fiables et permettent de bien concevoir les projets. Et puis, notre travail, c'est évidemment de donner des conseils liés à l'approvisionnement en s'appuyant sur notre réseau de fournisseurs de combustibles, hein, d'adhérents à l'association, via notamment une charte de qualité qui a été créée il y a une dizaine d'années, la charte Énergie Bois Région Centre. On réalise un observatoire qui permet aujourd'hui de constater qu'on a un peu plus de 200 chaufferies collectives, industrielles, sur l'ensemble du territoire. Et on alimente l'Observatoire régional de l'énergie et des gaz à effet de serre, qui est piloté par l'ADEME, le Conseil régional et l'ADREAL. Donc cet observatoire a l'intérêt de donner une vision plus claire aux porteurs de projets et de montrer qu'on a des opérations qui fonctionnent depuis une vingtaine d'années. Le support des aides aujourd'hui qui permet aux chaufferies de sortir de terre, ce sont les COT ENR, les contrats d'objectifs territoriaux de développement des énergies renouvelables. Donc, vous voyez sur la carte qu'il y a 12 territoires qui sont engagés. Ces territoires, en s'engageant, permettent aux porteurs de projets, qu'ils soient collectivités ou entreprises, d'atteindre un taux d'aide de 45% pour des projets de moins de 1200 MWh. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les territoires s'engagent en donnant une ambition au territoire sur le développement du bois énergie, de la géothermie et du solaire thermique. Donc ces territoires engagés ont une longueur d'avance sur ceux qui aujourd'hui ne le sont pas, et on espère que très rapidement, euh, les départements, enfin, le département d'Eure-et-Loir et les territoires qui sont en blanc au sud puissent y avoir accès. Donc ça fait vraiment une vraie différence d'accès aux aides. Pour des projets un peu plus importants, donc supérieurs à 1200 MWh, on a les aides du fonds chaleur qui existent et qui sont forfaitaires pour ce type de projet, quel que soit le secteur géographique de la région. On a aussi des aides du FEDER qui viennent compléter assez fortement les projets pour atteindre jusqu'à 65% en complétant les aides ADEME et régions. Donc, ce qui permet vraiment de compléter et donner une rentabilité au projet. Et quand une collectivité en particulier vient s'intéresser à l'ensemble des aides auxquelles elle a accès sur ces territoires, en y associant des aides de l'État, la DETR ou la DSIL, on peut dire aujourd'hui qu'on peut atteindre environ 80% d'aides. Donc, ce qui est vraiment très intéressant, les planètes sont alignées pour ces territoires en ce moment.
Voilà un petit peu pour les aides. Ce qu'on peut dire également, c'est que ces aides, elles sont importantes parce qu'on a un vrai besoin de rentabilité à l'heure où les combustibles fossiles, notamment le gaz naturel, sont très compétitifs et pour des très gros consommateurs d'énergie, on a parfois du gaz naturel qui a un coût inférieur à celui du bois. Voilà, je vais poursuivre sur les disponibilités du bois énergie en région Centre-Val de Loire. Euh, La surface forestière de la région Centre-Val de Loire représente environ 25% du territoire, à peu près 1 million d'hectares, et son accroissement naturel annuel est de l'ordre de 5,5 millions de mètres cubes. Donc c'est sur cet accroissement naturel que se base la gestion durable de la forêt. On considère qu'une bonne gestion durable, c'est ne pas dépasser la récolte de ce volume. Donc ce sont les intérêts du capital. En 2017, ce sont les chiffres du ministère de l'Agriculture Agreste 2019, avec toujours quelques années de retard pour pouvoir collecter les données, qui ne changent pas de manière très forte d'une année sur l'autre. On a une récolte de bois d'œuvre de 720 000 m3, à peu près 26%, et une récolte de bois d'industrie de 680 000 m3 et une récolte officielle de bois énergie de 350 000 m3. Si on en restait là, on ferait une erreur liée à la récolte de bois bûche, car cette récolte-là n'est pas majoritairement faite par des professionnels et elle représente environ 1 million de mètres cubes supplémentaires. Donc la récolte de bois d'industrie et de bois énergie représente environ les 3/4 de la récolte. Donc au total, pour s'approcher de la réalité, on a une récolte d'un peu plus de 2 700 000 m3, dont un peu plus de 2 millions de bois énergie, bois d'industrie, bois énergie, BIBE. La consommation, pour regarder ce qu'on a en face, c'est celle des 211 chaufferies aujourd'hui en fonctionnement dans la région. Donc on a à la fois des chaufferies collectives, des chaufferies industrielles et des chaufferies des industries du bois, pour une consommation de l'ordre de 720 000 tonnes. Et vous voyez en dessous l'origine par type de combustible, à la fois les plaquettes forestières, les produits connexes et le bois en fin de vie, qui sont essentiellement les palettes recyclées. Et aujourd'hui, ce sont beaucoup les produits connexes qui sont utilisés, mais qui aujourd'hui sont ceux des industries du bois, des scieries notamment, et la plaquette forestière vient prendre une place qui devient de plus en plus importante. Alors, ce qu'on peut dire sur cette consommation, c'est qu'on a à peu près 20% des chaufferies qui consomment 80% des volumes. On a 3 grosses installations collectives, hein, qui sont les chaufferies en cogénération d'Orléans, où il y a 2 chaufferies, et à Tours, il y en a une aussi, donc qui consomme à L3 un peu plus de 270 000 tonnes. Et puis, on a notamment pour les industries du bois, une chaufferie, celle de Suisse Chrono, qui consomme un peu plus de 100 000 tonnes. Donc, on a ce rapport avec des très grosses chaufferies qui consomment la majorité des volumes, et puis des petites chaufferies à l'échelle locale qui, à elles seules, consomment entre 50 et 200 tonnes par unité. Donc les disponibilités théoriques, en se basant sur l'accroissement de l'ordre de 5 millions de mètres cubes en y incluant la mortalité,
en regardant la récolte qu'on a vue tout à l'heure, on a un solde de l'ordre d'un peu plus de 2 millions de mètres cubes. Et si on considère la répartition actuelle de 74% de bois d'industrie, bois énergie, on a un peu plus de 1 600 000 mètres cubes de disponibles. Et puis du bois d'œuvre, bien évidemment, avec un peu plus de 585 000 mètres cubes de disponibles. Alors, il y a une autre étude qui a été réalisée via l'ADEME, l'IGN et le FCBA en 2016 avec la disponibilité forestière pour l'énergie et les matériaux à l'horizon 2035, avec des scénarios évidemment différents selon qu'on aille vers une récolte plus ou moins dynamique. Et en considérant un scénario dynamique progressif, on a une disponibilité supplémentaire de plus de 813 000 mètres cubes et soit 740 000 tonnes. Ce qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc on peut dire qu'on serait capable de doubler la consommation actuelle. Alors pour terminer mon intervention, on a besoin aujourd'hui de développer le bois énergie, premièrement pour la sylviculture, car la sylviculture permet la séquestration de CO2, d'adapter la forêt au changement climatique. Ça permet également une meilleure biodiversité, la substitution de matériaux et d'énergie fossiles, et de limiter les risques biotiques et climatiques. Il est important aussi de favoriser le recyclage des bois en fin de vie. À l'échelle nationale, on a environ 4 millions de tonnes de ces bois-là qui ne sont pas forcément bien triés, qui sont issus beaucoup des chantiers du bâtiment et qu'il serait important de pouvoir valoriser. Environ 200 000 tonnes en région Centre-Val de Loire. On a une unité en Eure-et-Loire, sur la métropole de Chartres, qui utilise ces bois via une autorisation particulière. Voilà, donc la ressource supplémentaire que j'ai évoquée tout à l'heure en considérant le bois en fin de vie est certainement une estimation prudente. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire en introduction. Le bois énergie, il est vraiment un atout fort pour les collectivités dans le cadre des plans climat, air, énergie territoriaux. Beaucoup de plans climat, air, énergie territoriaux visent une neutralité carbone d'ici 2050. Et pour atteindre cette neutralité, le bois énergie a une place prépondérante. Et c'est pour ça qu'on va maintenant passer la main à Fabrice Voiry, qui donc est directeur de l'énergie à Tours Métropole et qui va nous présenter les enjeux et les ambitions du bois énergie au sein de Tours Métropole. Oui, bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parfait, merci. C'est bon, parfait. Bien, bonjour à tous. Donc, Fabrice Voiry, je suis directeur de la direction de la transition énergétique à Tours Métropole et Ville de Tours, d'où les deux petits logos sur la présentation. Et donc, d'abord, je tenais à excuser Emmanuel Denis et Martin Cohen. Emmanuel Denis en tant que maire de Tours qui aurait pu aussi participer à cet événement et qui est également vice-président à la transition énergétique sur la métropole. Martin Cohen, c'est l'élu de Tours qui est dédié justement à la transition énergétique. Ils n'ont pas pu se libérer ce matin, donc je vais intervenir donc à leur place, essayer de faire au mieux puisque
vous savez qu'effectivement qu'il y a quelques modifications et donc toutes les ambitions politiques ne sont pas encore forcément connues de ma part, parce que voilà, on discute, mais j'ai pas encore tout cerné les ambitions, donc je vais essayer de traduire au mieux celles que je connais euh, pour pouvoir vous donner un peu à voir de ce que peut être euh, la trajectoire bois de la ville de Tours et métropole. Donc, eh bien, je vais essayer de vous reparler un peu, parce que peut-être certains ont déjà connaissance des contrats de réciprocité. C'était déjà engagé, mais je pense que cette volonté politique est renouvelée, mais également peut-être un peu plus affirmée. Je crois savoir qu'il y a eu des discussions entre le président métropole et les présidents des EPCI de l'Indre-et-Loire à ce sujet. Je vous en parlerai un peu plus. Et puis, en fin de compte, pour vous donner un peu de perspective, et puis vous dire que les envies bois, énergie et autres ne viennent pas comme ça, ne sortent pas du chapeau, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. On a essayé de quantifier cela, et donc je vous parlerai un peu de l'étude de stratégie de développement des ENR sur le territoire qui rentre dans une étude plus globale d'un schéma directeur énergétique métropolitain pour justement avoir une feuille de route sur la réduction des consommations, le développement des ENR. Donc tout d'abord, les contrats de réciprocité. Donc, ils sont nés en 2017 avec la création de la métropole de façon à bien réaffirmer auprès des 10 autres PCI du territoire que la volonté de la métropole n'était pas de prendre le leadership et puis d'écraser les autres petites PCI, mais c'était bien, en fin de compte, l'envie de pouvoir travailler ensemble. Donc, cette volonté, donc, comme je vous disais tout à l'heure, est réaffirmée. Et l'objectif, donc, une des thématiques de ces contrats de réciprocité, c'est le bois énergie. Il y en a bien d'autres, bien évidemment, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le bois énergie. L'idée de ces contrats de réciprocité, c'est quoi sur ce bois énergie? D'abord, c'est comme on le sait à peu près tous, souvent le gros du besoin, sauf sur des chaufferies industrielles, mais sur des chaufferies collectives, le gros du besoin se situe plutôt en ville, alors que le gros de la ressource se situe plutôt en dehors de la ville. Donc, il y a toujours un peu et surtout pour éviter un peu cette dualité urbain et non urbain, ces contrats de réciprocité sont là aussi pour travailler ensemble et que chacun puisse connaître les besoins, les envies, les contraintes des autres pour réussir, en fin de compte, à trouver la meilleure trajectoire pour travailler sur ces sujets. Que la ville n'aille pas piller le bois des urbains, des campagnes, sans faire attention aux projets qui peuvent aussi, et normalement et légitimement, aboutir sur des territoires moins urbanisés. Donc, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de construire justement ensemble à l'échelle du département une ressource qui soit pérenne. Donc voilà, s'assurer de la ressource, de ce que l'on peut espérer, hein, parce que l'idée, c'est pas non plus d'aller intensifier, mais de savoir ce que la nature peut nous offrir de manière pérenne, et puis également de regarder toutes les externalités. Notamment, on sait très bien que dans les forêts, les chasses, les randonnées, ça a aussi une importance, et pour le coup, peut-être qu'une gestion de la forêt peut être vue d'une manière différente en fonction de ces externalités. Il y a un autre point, une fois qu'on a la ressource, c'est est-ce qu'on a la filière locale? Et donc, on sait, nous, par expérience, que des projets de chaufferie bois collective, urbaine, ça fonctionne, et moins urbaine, hein, des petites chaufferies, comme on en développe depuis quelques années maintenant sur les différents territoires, les différentes communes de la métropole.
on sait que ça marche si, si la filière, si l'approvisionnement est stable, voilà, de qualité et stable. Une chaufferie biomasse, ce n'est pas une chaufferie gaz. On ne tourne pas un bouton et ça ne se règle pas comme ça. Donc la qualité et surtout la stabilité de la ressource et de la filière et donc de ce qui nous est livré, pour nous, est essentielle. Donc, nous ne sommes pas des spécialistes et pour le coup, il faut que l'on se parle aussi, savoir ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Il faut peut-être aussi qu'on adapte nos outils en fonction. Donc tout ça, pourquoi? Dans l'idée de se préparer, parce que, comme je vous le montrerai un petit peu plus tard, on a décelé des potentiels de développement. Donc, si on veut se développer, bien, si on n'a pas la ressource ou si on n'a pas la filière, ce n'est pas possible. Alors, ça sera pas dans de bonnes conditions. Ce n'est pas l'idée, bien évidemment. Et donc, à un moment, puisqu'il y a volonté, il faut voir quel est le rôle de chacun dans cette organisation pour que tout ça puisse se faire comme il faut. À un moment, et malheureusement, on peut le remarquer quelquefois, c'est que s'il n'y a pas possibilité de s'appuyer sur quelque chose d'existant, voire à développer, mais d'existant, bien la tendance peut être de se dire, ben voilà, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place un outil territorial qui puisse assurer justement cette fonction. Donc, ce n'est pas du tout l'idée, je vous rassure. L'idée, ce n'est pas de sortir une plateforme bois territoriale, mais ceci dit, c'est qu'à un moment, si on ne peut pas s'appuyer sur une filière existante, performante, et ainsi de suite, je dis pas que c'est, attention, je dis pas que ce n'est pas le cas, je pose la problématique. Enfin, je dis pas que c'est le cas, excusez-moi. Je dis juste que pour nous, c'est tellement essentiel qu'à un moment, si ça nous fait défaut, il faudra peut-être qu'on se pose la question en interne. Mais on n'en est vraiment pas là. On veut surtout plutôt travailler avec l'existant et avec les structures privées qui sont là. Parce que une collectivité n'a pas pour vocation première de mettre en place une filière. Pardon. La volonté affirmée n'est pas non plus qu'au niveau du bois énergie, et c'est important, parce que je vais tout de suite aller en bas de cette diapo, c'est que, ça vous le savez plus que moi, le bois énergie, c'est une filière qui est connexe au bois d'œuvre. Voilà. Et donc, si le bois d'œuvre se développe, si la place de l'arbre se développe aussi dans le paysage urbain, ça veut dire que ça donne un potentiel de ressources dans le bois énergie. Donc, jusqu'à là, cette partie de la place du bois en ville était probablement un peu moins, peut-être un peu moins affirmée qu'aujourd'hui. Et donc, ça, c'est un point important que je tenais à partager avec vous, dans le sens où on sait, voilà, il y a un plan canopé qui est en train de voir jour à l'échelle de la ville, mais également à l'échelle de la métropole. Qui a pour place de redonner, qui a pour enjeu de redonner de la place à l'arbre dans le paysage urbain. Donc pour différentes raisons, hein, biodiversité, également en termes d'architecture, hein, c'est plutôt quand même joli d'avoir des places un petit peu arborées, végétalisées, plutôt que d'avoir quelque chose de complètement minéral. Pourquoi aussi? Parce que quand on n'a que du minéral et on en fait les frais à quelques endroits en ville, bien on a des problèmes d'îlots de chaleur en été. Vous voyez sur la carte qui est à côté, c'est une mesure. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais là, on est sur la plage Jean Jaurès à Tours, avec l'hôtel de ville. On voit bien qu'en fonction de la végétalisation, il peut y avoir des différences de température qui sont assez importantes, puisque entre quelque chose de blanc et quelque chose de rouge, il peut y avoir jusqu'à 3 à 4 degrés d'écart. Donc là, notamment, on voit très bien les jardins de la préfecture. Donc, on voit que ça apporte un bien-être en termes de température. Donc voilà, ça c'est une mesure qui a été réalisée, mais bon, c'est juste pour donner un ordre d'idée du problème d'îlots de chaleur. Et puis, c'est un puits carbone, comme disait Olivier tout à l'heure.
En plus de cela, il y a une volonté politique maintenant de développer la construction bois. Alors, volonté politique et de toute façon qui va être appuyée et même plus qu'appuyée, hein, je veux dire, elle va s'imposer à nous dans le cadre de la future réglementation environnementale 2020, qui est le remplacement de la RT 2012, réglementation thermique 2012, pour tout ce qui est construction neuve de bâtiments donc en France. C'est la fameuse expérimentation E plus C moins dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, il y a une analyse en fin de compte de la construction, dans le cycle de vie de la construction, qui va demander de passer par de plus en plus de matériaux biosourcés, sans quoi on ne pourra pas répondre aux caractéristiques de cette étude qui doit être mise dans le cadre d'un dépôt de permis de construire. Donc, si vous ne répondez pas, on va au bout du raisonnement, si vous ne répondez pas à cette future réglementation environnementale qui devrait être mise en place, je crois, à compter de mi-2021, bien vous vous exposez à ne pas avoir le permis de construire. Donc, c'est très important puisque, comme on disait tout à l'heure, plus il y aura de bois noble, de bois d'œuvre, de construction, plus il y aura la possibilité d'avoir une filière connexe pour le bois énergie. Après, mais peut-être de manière un peu plus anecdotique, c'est peut-être aussi redonner un horizon à de l'ameublement un peu plus pérenne qui permet dans le temps, et là on est sur quelque chose de plus durable, et donc qui limite également les déchets qui sont déchets de bois dans ces meubles stratifiés avec les cols qu'ils contiennent, ça pose des soucis en termes métropolitains au niveau des déchets. Voilà donc ce que je peux vous dire sur un peu l'ambition politique d'aujourd'hui. Et je vais vous donner à voir maintenant avec des chiffres pourquoi justement aussi on se permet cette ambition politique. C'est justement dans le cadre de notre étude énergétique territoriale où nous avons photographié nos besoins énergétiques d'aujourd'hui et ils vont nous servir à tracer justement ce que sera notre feuille de route énergétique pour demain. Donc ça c'est je vous montre juste les consommations énergétiques du territoire où on s'aperçoit que les domaines qui peuvent toucher justement le bois énergie sont conséquents, puisque quand on totalise le tertiaire, le résidentiel et l'industrie, nous sommes à 70% de la consommation de notre territoire qui est en fin de compte bâtimentaire ou voire de process. Alors que seulement 30% correspond à du transport, à du déplacement. On est à peu près sur le même schéma que la France métropolitaine, avec quelques écarts, puisque bien, globalement, nous sommes plutôt sur un territoire assez urbanisé. Et donc, ça crée quelques écarts, ce qui explique qu'on a peut-être un peu moins de transport qu'en France, puisque moins de distance. Par contre, on a un peu plus de résidentiel, puisque nous sommes sur un territoire assez densément peuplé. Ce qui est intéressant de voir sur le côté, c'est la place du bois. Et par contre, pour le coup, du fait aussi effectivement que nous sommes plutôt dans une zone assez urbanisée, le gaz est assez développé, ce qui fait que ça laisse un peu moins de place pour l'instant au bois par rapport au national. Mais la réglementation énergétique 2020 dont je vous parlais va mettre un grand coup d'arrêt au développement du gaz, puisque à partir de 2021, déjà les constructions individuelles ne pourront plus, quasiment plus utiliser de gaz. Donc, les chaudières murales gaz, à partir de 2021, c'est fini en construction neuve, c'est quasiment fini. Et assurément fini de toute façon en 2023-2024. Et ça va même aller chercher le logement collectif. Donc, grosso modo, il faut se dire qu'à partir de 2024, toute construction neuve en logement individuel ou collectif ne pourront plus avoir recours au gaz. Ça ne passera plus dans la réglementation environnementale, sauf à aller chercher de la surperformance sur le bâti. Donc, ça, voilà, on sait que c'est cher, aller chercher de la surperformance sur le bâti. Donc, on peut penser que le gaz va perdre de la place et donc ça sera au bénéfice bien probablement des pompes à chaleur électriques ou alors au bénéfice de la biomasse.
Les réseaux de chaleur aussi, mais ça, c'est un autre sujet, c'est pas partout. Autre point, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, bon, voilà, enfin, 2 points remarquables, c'est que vous voyez, le gaz représente 26%, donc il sera en recul à l'avenir, possiblement. Et par contre, où là, malheureusement, le bois énergie ne peut pas y faire grand-chose, c'est que il y a plus de 50% de nos émissions qui proviennent du transport. Alors, on ne peut pas y faire grand-chose, sauf si, justement, on plante un peu plus d'arbres et qu'on augmente le puits carbone. On ne va pas rentrer dans le détail des autres chiffres, c'était juste pour vous donner quelques informations. Pour recentrer un petit peu sur les énergies renouvelables, et notamment le bois énergie, nous avons donc quantifié quelle était aujourd'hui la production d'énergie renouvelable sur le territoire. C'est le chiffre 2017. C'est 6% de notre consommation, donc on n'est pas aux objectifs nationaux, donc, il y a du travail à faire. Par contre, on s'aperçoit que la majeure partie de la production énergétique renouvelable du territoire métropolitain, c'est la biomasse. On voit un peu de solaire photovoltaïque, mais c'est presque anecdotique. Là, on a différencié la cogénération biomasse. Donc, ça, pour ceux qui connaissent, c'est la cogénération de Saint-Pierre-des-Corps, le Creux 3, puisque cette cogénération biomasse a pour objectif avant tout de produire de l'électricité et la récupération de la chaleur est un produit connexe. Par contre, l'autre partie, c'est le bois énergie, vraiment, qui a pour vocation d'être bois énergie. Et donc, on a le bois énergie sur les réseaux de chaleur et le bois énergie pour les autres chaudières, pour les chaudières privées. Alors, moi, quand je vois cette différence, ça me paraît énorme, hein, sur notre territoire. Bon, ceci dit, il semblerait qu'on a pourtant retrituré ce chiffre, enfin demandé à notre bureau d'études de retriturer ce chiffre plusieurs fois, et bon, il semblerait que ça soit ça. Bon, moi, ça me fait toujours bizarre de voir une part bois énergie pour les chaudières privées si importante. Ceci dit, avec ce que nous a montré Olivier tout à l'heure, quand on voit que le bois bûche représente une part non négligeable de la consommation, on peut être dans la maille. Et puis, on a un tout petit point aussi, c'est de la méthanisation sur notre territoire, qui est essentiellement lié à de la méthanisation sur la station d'épuration de la Grange d'Aville. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la photo, mais demain, comment on peut progresser justement sur cette filière? Quels sont nos potentiels? Alors déjà, dans un premier temps, l'idée, c'est bien évidemment de ne pas faire de concurrence avec les autres territoires. Comme on disait tout à l'heure, il n'est pas question qu'on aille piller les uns qui n'auraient plus ensuite suffisamment de ressources pour pouvoir faire leur propre projet. Et donc, ça se vérifie à l'échelle des métropoles, puisque le petit tableau qui est dessous nous montre qu'en fin de compte, notre potentiel a tendance à croître quand on s'éloigne. Entre le 50 km de tour et 100 km de tour, on augmente notre potentiel. Évidemment. Plus on va chercher du bois, c'est loin, plus on peut penser pouvoir gonfler notre ressource. Sauf qu'après, si on tient compte de la même réflexion pour les autres grosses villes aux alentours ou métropoles aux alentours, on s'aperçoit que si on va trop loin, ce n'est plus le cas. Et donc, à partir de 150 km, et bien, en fin de compte, on décroît parce que Orléans, Poitiers, Le Mans ont aussi des besoins en bois énergie. Et donc, on ne peut pas tous compter sur les mêmes besoins, sinon ça va devenir compliqué à un moment. Voilà, donc le gisement qui est identifié aujourd'hui est celui-ci, 490 gigawattheures par an, dont 45% exploités. Donc c'est pareil, ça rejoint malgré tout la réflexion d'Olivier tout à l'heure, où on pourrait aujourd'hui considérer que nous sommes à peu près à la moitié du potentiel utilisé sur notre territoire. Et là, je parle du territoire vraiment que métropolitain. Après, on se dit, bon voilà, effectivement, on est comme ça aujourd'hui, mais on est comme ça aujourd'hui dans une dynamique qui est celle d'aujourd'hui. Et c'est là où c'est important justement que l'on puisse travailler ensemble dans le cas des contrats de réciprocité, savoir est-ce qu'il y a d'autres possibilités. Parce que nous, à chaque fois qu'on a un projet de chaufferie collective biomasse, bien évidemment, il y a toujours des détracteurs qui nous disent de toute façon qu'on va piller la forêt, qu'on va faire des coupes
découpe à blanc, que l'on détruit la biodiversité, et ainsi de suite. Donc, il faut que l'on sache précisément aujourd'hui notre potentiel et le potentiel de demain pour savoir est-ce qu'on peut toujours avoir recours à ce type de projet, puisque notamment aujourd'hui, c'est le cas sur Tours, nous avons une réflexion sur 2 réseaux de chaleur urbains nouveaux, un au nord de Tours et un au sud de Tours, qui pourraient voir jour, comme on a créé le dernier réseau de chaleur urbain à l'ouest de Tours, là, qui potentiellement peut aller chercher un peu plus de 20 tonnes de bois énergie. Pour le coup, est-ce que l'on peut continuer à réfléchir à des projets comme ça? Alors, en parallèle, on réfléchit à d'autres sources renouvelables, notamment on mène une étude sur de la géothermie profonde et nous menons aussi des études sur le bois de déchets et également sur les combustibles solides de récupération, puisqu'il y a la problématique déchets qui est aussi une compétence métropolitaine. Donc, on réfléchit à tout cela, mais le bois énergie, malgré tout, dans ces projets-là, c'est quelque chose de connu, c'est quelque chose de fiable, même si la filière, comme je vous disais tout à l'heure, est importante, mais globalement, c'est fiable. Aujourd'hui, les études que nous menons sur de la géothermie profonde démontrent que ce n'est pas si évident que ça d'aller chercher l'énergie dans les entrailles de la Terre. Donc, et puis, quelques petits tests qu'on a pu faire sur de la géothermie de moindre envergure montrent que quelquefois, on peut avoir quelques surprises. Donc, voilà, ce sont des technologies qu'on maîtrise moins bien. Le CSR, le combustible solide de récupération, encore moins. Pour le coup, le bois est une valeur refuge. Donc, on ne peut pas ne pas envisager la ressource bois-énergie quand on développe une étude de chaufferie urbaine. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'apparemment, l'étude qui a été menée nous dit que, en fonction de la dynamique, en fin de compte, qu'il peut y avoir sur la récolte de la ressource bois-énergie au sein de notre territoire, peut apporter, en fin de compte, un différentiel de 90 gigawattheures par an. Donc, c'est important pour nous, parce que pour vous donner un ordre d'idée, 90 gigawattheures par an, c'est à peu près ce que consommera à terme le réseau de chaleur Tour-Ouest qui vient d'être créé, qui est quand même un gros réseau, hein, qui correspond à peu près à 10 000 équivalents logements. Donc, c'est un gros réseau et qui aujourd'hui, qui à terme va consommer 90 gigawattheures bois et 90 gigawattheures global avec 70% de couverture par le bois. Donc, 90 gigawattheures bois, c'est plus que le dernier réseau de chaleur de 17 km à terme que nous sommes en train de sortir sur le Tour-Ouest. Donc, c'est important pour nous. Si la dynamique de récolte s'accélère, pour nous, c'est du potentiel en plus. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et que j'ai été clair. Et bien évidemment, le moment venu, si ça, je laisse la main à Olivier, je pourrai répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Fabrice. On prendra les questions par la suite, à la suite de l'intervention d'Olivier Flamand. Olivier, vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, très bien. Je vais introduire votre présentation. Vous pouvez peut-être activer votre vidéo. Donc avec Olivier Flamand, on se connaît depuis presque 15 ans maintenant. Olivier est un acteur historique du bois énergie en Indre-et-Loire. Voilà, Olivier, il valorise des ressources locales dans le territoire de Loches, et il est particulièrement attentif à la qualité du combustible. Donc, c'est l'objet de son intervention.
Merci Olivier, bonjour à tous. Effectivement, le bois énergie, c'est une question qu'on s'était posée dans les années 2000 et avant, quand la première crise de l'énergie avait mis du blé dans les chaudières. On avait dit qu'il y avait un problème de stratégie agricole et qu'il fallait se pencher sur la question de savoir qu'est-ce qu'on mettait dans les chaudières. Donc, il y a eu une réflexion sur le choix et avec les élus, on a monté une petite filière locale. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire, mais ça nous a permis d'acquérir une certaine expérience sur cette question-là. Et je trouve que les deux premières présentations sont intéressantes parce que la première des questions qu'on peut se poser, c'est que quand Olivier parle du gisement de notre territoire, il faut déjà, si on descend un peu dans les bois, il faut déjà comprendre qu'il y a à peu près 30% de ces parcelles forestières qui appartiennent à des propriétaires de moins de 3 ou 4 hectares, et que là, ça pose un problème de gestion et que ces bois sont difficilement accessibles et difficilement récupérables. Donc, voilà, il faut prendre conscience de ça parce qu'il faut mettre en place des outils pour valoriser ces bois-là. Ça, c'est une première question qui est importante parce qu'aujourd'hui, on tape dans les grandes forêts, on tape dans les territoires qui sont gérés normalement par des plans de gestion. Donc, le bois énergie est un complément de l'exploitation industrielle des bois classiques. Ça, on sait faire. Mais si on veut toucher la totalité du gisement, il faut se poser de la question de savoir comment est-ce qu'on va toucher les petits propriétaires et introduire une gestion du bois énergie dans leur bois. Ça, c'est une première question. Alors, on a beaucoup parlé de la filière. Le thème, c'était plus ou moins la qualité. Alors, la qualité, on le sait, mais on va passer rapidement. C'est la granulométrie et l'humidité, et que très clairement, il y a deux filières bois énergie. La première filière bois énergie, c'est la plus importante. On en a parlé, Monsieur Voiry a évoqué toutes ces grosses chaufferies qui sont dans la métropole. Elles utilisent du bois qui sort directement des bois, avec une logistique particulière qui est on broie un arbre, on le met dans un camion et on l'emmène à la chaufferie. Le parc de petites chaufferies euh, qui est important, qui est mal connu. Nous, on alimente à peu près entre 50 et 60 chaufferies. Dans ces 60 chaufferies, il y en a pas la moitié qui sont connues officiellement. Il y en a 30%. Il y en a, oui, 30% qui sont à des privés, aussi à des collectivités qui n'ont pas demandé d'aide. Et en fait, ces chaufferies-là, elles sont pas connues, pas recensées. Voilà. Nous, c'est notre cœur de cible. On s'est spécialisé dans la petite plaquette pour les petites chaufferies. Notre plus petite chaufferie, c'est 25 kilos. Et notre plus grosse chaufferie, c'est 350 kilos. Donc, voilà, nous, c'est une filière tout à fait particulière parce que là, il y a une logistique où on est obligé, pour garantir le calibre, de calibrer avec des trieurs, chose que la grosse cavalerie ne fait pas. On est obligé de stocker sur des sous-hangars pour pouvoir garantir l'humidité. Le cœur de cible, c'est 25% d'humidité. Donc, on ne peut pas fiabiliser une filière à l'extérieur avec un objectif de 25% d'humidité. Donc, il faut forcément mettre le bois à l'abri. Donc, on n'est pas du tout sur la même gamme de produits. On n'est pas sur les mêmes prix non plus, parce que qui dit triage, qui dit mise à l'abri, effectivement, ça a un coût. Et puis, je noterai dans les interventions notamment de Monsieur Voiry, qui parlait d'un outil territorial pour gérer l'approvisionnement, parce que nous, on est au cœur des territoires, on a des bonnes relations avec le PCI, etc. Et on voit bien qu'il manque un outil au niveau du territoire pour pouvoir fluidiser en fait l'offre. Nous, vous voyez, on est des petits faiseurs. On a un petit propriétaire qui nous propose une coupe parce que notamment il y a une pression climatique, il a des châtaigniers qui dépérissent, etc. On pourrait avoir 10, 15, 20 camions de bois, mais en fait, comme on n'a pas de marché, on n'arrive pas à les écouler, on ne sait pas quoi en faire. Donc, plus qu'un outil, physique de
de gestion de bois, il faudrait un outil commercial, une espèce de plateforme. Alors, c'est pas une plateforme de marché, mais enfin, il faudrait que les entreprises du secteur qui travaillent sur le terrain puissent un jour dire, ben voilà, moi j'ai l'opportunité de prendre 25-30 camions qui seront disponibles dans 6 mois parce qu'il faut les sécher, tout ça, etc. Est-ce que vous êtes intéressés, etc. Donc, moi, c'est une proposition qu'on fait depuis déjà un moment, et je pense que si on veut fluidiser le marché, arriver à valoriser des bois sur des petites propriétés, etc., il faut qu'on ait en face un interlocuteur qui soit capable de me dire, ben, dans 6 mois, vous me livrez 15 camions. Voilà. Parce que en fait, aujourd'hui, les marchés c'est des gros marchés, c'est globalisé. Tours vient de passer à un gros marché pour un nombre important de petites chaufferies. Voilà. Alors, tout est globalisé et en fait, on peut pas rentrer dans ces marchés-là si on n'a pas la surface suffisante. Donc, en termes d'amélioration de la et de la fiabilité de la filière, je pense qu'il y a une réflexion à faire dans ce domaine-là. Et puis il y a une réflexion qualitative à faire aussi, parce qu'en fait, on parle toujours on parle d'énergie, donc l'énergie c'est des tonnes. Mais en fait, la logistique, elle est en volume, elle est en mètres cubes. Un camion, c'est de 30 à 90 mètres cubes, et que, en fonction de l'essence qu'on met dedans, le tonnage varie. Et que là, il y a un problème, notamment, alors plus la chaufferie est petite, plus le problème est important. Il y a un problème de conception des chaufferies qui résonnent en tonnes et en mégawatts, ce qui est une bonne idée pour parler d'énergie. Mais par contre, en termes de logistique, eh bien, ça crée des problèmes d'approvisionnement. Parce que si vous n'êtes pas capable de dépoter un camion de 30 mètres cubes, ben le prix explose. Parce que si vous mettez que 15 mètres cubes dans un camion de 30, ça double le prix du transport. Et le prix du transport pour la plaquette forestière, qui est très peu dense, hein, ça fait autour de 0,25 de densité. Donc, dans un camion, on met très peu de masse, et que tous ces problèmes de logistique, de conception de chaufferie, de conception de silos, influent d'une manière très importante sur le résultat économique de la filière. Voilà. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas pu proposer une présentation PowerPoint et tout parce que on a des réseaux ici qui sont assez limités, donc je n'ai pas la technologie nécessaire. Mais voilà, moi, j'aimerais bien que qu'on en discute, que vous me posiez des questions sur ce sujet, parce que je crois que on a derrière la filière classique, qualité, etc., beaucoup de questions à se poser pour aller chercher des bois aujourd'hui inexploités et pour pouvoir les mettre de manière fiable et sécurisée dans les chaufferies, notamment les plus petites chaufferies. Ce que je retiens, Olivier, de votre intervention, c'est effectivement l'importance d'insister sur le fait, qu'il y a deux filières en fait, bois énergie. Il y a la filière humide et la filière sèche. Donc, comme vous l'avez dit, les plus grosses chaudières admettent des bois humides. Et aujourd'hui, pour être compétitif avec le gaz naturel notamment, il faut que le coût de revient soit le plus faible possible. Et effectivement, ces chaudières-là permettent d'utiliser du bois humide et d'arriver à des coûts voilà, qui sont plus faibles que le bois sec, qui nécessite des investissements, comme vous l'avez fait, c'est-à-dire des bâtiments. On stocke environ 1 tonne par mètre carré sous abri. Donc, ces investissements-là, il faut qu'ils se fassent pour permettre de satisfaire la qualité attendue par les petites chaudières. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes pour distinguer les prix qui sont différents dans cette filière. On a tendance à mettre en concurrence du bois humide avec du bois sec, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment les différentes opérations de transformation du bois pour l'amener à sa qualité finale sec et avec une granulométrie qui est satisfaisante. Hein. Vous avez investi aussi dans des cribles. Ces outils-là, voilà, ils doivent être amortis par le prix du combustible bois. Voilà, vous avez insisté aussi sur la question de la conception des silos. Il y a un outil sur lequel vous avez
co-investi, on va dire, dans cette filière de Sud-Touraine il y a quelques années, c'est le camion souffleur. Ça a le mérite d'exister, ces outils-là, quand on ne peut pas concevoir un silo où on peut béner. Et donc, ça répond à des besoins de petits consommateurs. Mais effectivement, sur la problématique de la conception des silos, il y a vraiment des questions de prise de recul à se poser. Et c'est vrai que dans la conception, c'est vraiment important voilà, de bien prévoir les choses pour que tout au long de la durée de vie de l'installation, on soit pas embêté avec les problèmes de livraison. Voilà. Peut-être qu'avec les différentes questions maintenant des participants, on arrivera justement à mettre en place un dialogue. La première question que je voulais vous poser, Olivier, c'est justement les ressources que vous valorisez, quelles sont-elles? Et puis, voilà, quel est votre volume actuellement de production? Je pense que cette année, on devrait atteindre les 2000 tonnes. Voilà, nous, on est une petite entreprise, hein, on devrait faire 2000 tonnes de plaquettes forestières, uniquement petit calibre criblé. Alors, notre approvisionnement, c'est assez simple. Depuis le départ, nous, on a voulu avoir une plateforme qui était une plateforme ouverte, c'est-à-dire que on a beaucoup de correspondance avec les communes, les entreprises d'espace vert et tout, qui nous apportent du bois ou du bois qu'on va chercher. Parce qu'une commune, quand elle a la quête peuplier, ben, elle ne sait pas quoi en faire. Et que nous, on est capable de valoriser ça. Alors, et après, il y a le problème de distance. Mais on est capable d'aller chercher une ou deux remorques de bois, de les stocker, de les valoriser. On a une plateforme où on accueille les entreprises d'espace vert qui maintenant nous connaissent parce que nous, ces bois-là, on est capable de les valoriser économiquement, alors que s'ils les mettent en déchetterie, c'est un coût négatif pour eux, alors que nous, on leur paye relativement généreusement pour du bois apporté chez nous. Donc, on valorise tous ces petits lots. On a mis en place un système de pesage et de contrat avec ces entreprises et ils nous amènent un camion, deux camions de temps en temps. Voilà, tout ça, ça fait 10, 15, 20% de notre approvisionnement. On a mis en place un système assez souple avec des chaufferies privées, notamment des propriétaires de grosses demeures qui ont des bois autour, qui font leurs propres plaquettes, mais qui n'ont pas forcément la logistique. Donc, on leur fournit la logistique. Quelquefois, on leur trie leur bois, quelquefois, on leur broie leur bois, quelquefois, on complète leur production personnelle parce qu'ils n'ont pas de quoi finir la saison. Voilà, on a voulu avoir une plateforme la plus ouverte possible. Et puis ensuite, ben nous, l'approvisionnement classique, c'est d'abord de faire des éclaircies avant les coupes. De plus en plus, on a acquis une certaine expérience pour un forestier qui veut faire une coupe de bois d'œuvre, de chêne, de prélever des beaux chênes sur haute coupe, etc., avant de replanter. Ben nous, on est capable de passer avant pour éliminer le taillis qui n'a pas de valeur industrielle. On est capable de passer avant pour prélever ces taillis, nettoyer la coupe, et de manière à ce que le propriétaire puisse prélever ses arbres bois d'œuvre d'une manière satisfaisante. J'ai vu dans le chat qu'il y avait une question sur sur le criblage. Donc, nous, on crible toutes nos plaquettes qui partent en chaufferie, sont toutes criblées avec un crible à plusieurs voies, c'est-à-dire qu'on élimine la fine, parce que la fine, c'est un gros handicap pour les petites chaufferies. On élimine la fine, et cette fine, elle est valorisée. Alors, on a eu un moment une filière où on arrivait à la valoriser sur du granulé, en fait, mais on a des problèmes d'humidité et de cessure qui sont pas conformes. Donc, en fait, aujourd'hui, on a perdu ces marchés-là, et on a un marché de litière animale, en fait. On fournit de cette petite tissure à des éleveurs qui la valorisent en litière, notamment pour les volailles. Et puis tout ce qui est refus de crible supérieur, et ben en fait on les rebroie pour les repasser au calibre normal. Il faut ajouter que en termes de crible, dans les bois, même dans les bois forestiers, il y a toujours des lisières, il y a toujours eu un ancien élevage, un éleveur qui a planté des clous dans les arbres, etc. Donc en fait, même dans les bois forestiers, il y a toujours de la ferraille, et que la ferraille, c'est pas très compatible, notamment avec les petites chaufferies à vis, et que donc, dans le criblage, on a ajouté aujourd'hui un criblage magnétique pour enlever un petit peu de ferraille. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour bloquer
pour arriver à bloquer certaines chaufferies. Voilà sur ce problème d'approvisionnement. S'il y avait d'autres questions, je serais ravi d'y répondre. Alors, on a une question. Olivier, est-ce que tu veux que je réponde à la question Oui, vas-y. Donc, la posée question de Nathalie Korboulewski pour Fabrice. Avez-vous une attention particulière sur l'origine des bois, type de coupe, essence, zone ou massif exploité, arbre entier ou houppier? Alors, nous, on exploite en arbre entier que du taillis, qui n'a pas de vocation industrielle. Notamment, aujourd'hui, il y a pas mal de taillis de châtaigniers qui sont en difficulté sanitaire à cause de la pression climatique, notamment, hein. Donc ça, on est capable de valoriser ça, alors que par exemple, la filière bois-papier, quand il y a trop de bois trop sec et trop abîmé, ils ont du mal à valoriser ça. Donc ça, on est parfaitement capable de faire ça. On récupère beaucoup de houppiers après exploitation des billes, etc. Beaucoup de peupliers, de têtes de peupliers ou de peupliers qui ont été mal ébranchés, donc qui n'ont pas de vocation industrielle. Voilà, nous, notre vocation, et ça a été dès le départ, notre vocation, c'est de valoriser des bois que les autres ne peuvent pas valoriser. On n'est pas capable, on n'est pas capable de lutter économiquement, on n'est pas capable d'acheter des bois au prix de l'industrie. Et heureusement, et c'est tant mieux, parce que sinon, on mélange les gens et que là, on va à la facilité. Parce que si on est capable d'aligner les prix, ben c'est sûr que nous, on achète quelques hectares de taillis de bonne qualité ou quelques hectares de peupliers de bonne qualité, et que c'est beaucoup plus facile à exploiter. Mais on n'est pas capable de payer les mêmes prix et c'est tant mieux. Pour la question qui m'était posée directement, je ne suis pas du tout un spécialiste sur ces questions-là. Donc, quand vous parlez de type de coupe ou ainsi de suite, pour moi, ce n'est pas forcément très clair tout ça. Nous, ce que l'on veut, c'est mais ça, là-dessus, on fait confiance aux professionnels. Ce que l'on souhaite, c'est avoir des bois qui viennent d'une gestion raisonnée. Maintenant, les essences, nous, en termes d'énergie, on n'est pas, hormis certaines essences où on sait qui ont tendance peut-être à encrasser plus que d'autres, nos corps de chauffe. Globalement, on n'est pas regardant là-dessus, parce qu'apparemment, les études montrent que nous, ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir calorifique de la ressource. Et pour le coup, il semble que les essences ne soient pas si importantes que ça. C'est plutôt, en fin de compte, l'humidité du bois qui est importante sur le PCI. Donc, nous, vous savez, on travaille un ordre d'idée. Il y a eu une coupe à blanc d'une forêt de peupliers juste à côté du quartier des Deux Lions où on est, parce qu'ils étaient malades. Eh bien, on a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer. La DDT fait de l'entretien également en bord de Loire avec des arbres qui poussent sur les digues et qui fragilisent les digues. Donc, dans le cadre du plan sauvegarde contre les inondations, ils les enlèvent et pour le coup, ils nous les ont stockés, on s'est débrouillé, on les a fait enlever, on les a valorisés en bois énergie. Donc, on n'a pas vraiment d'attention particulière là-dessus. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit suffisamment sec. On a environ 10% de marge sur l'humidité dans nos cahiers des charges. Le criblage est important pour nous, par contre, parce que nos petites chaufferies, parce que pour le coup, avec notre compétence métropolitaine, on gère des grosses chaufferies, mais on ne gère pas l'approvisionnement. Par contre, nous, on met en place des petites chaufferies. Et là, pour le coup, on gère l'approvisionnement. Et donc, on se retrouve avec des petites chaufferies, quelquefois containers, pour vous dire qu'elles ne sont pas grosses du tout. Et souvent, on est avec du silo et avec une vis sans fin. Et donc, quand vous avez des problèmes de crible, la vis sans fin, elle n'aime pas bien, en général. Ce qui fait que, pour vous donner la petite histoire, c'est qu'il y a une chaufferie, à un moment, on était tellement embêtés, on l'a passé en pellettes. Parce qu'on avait trop de problèmes avec la vis sans fin et on n'arrivait pas à avoir une granulométrie
suffisamment stable pour… voilà. Donc voilà, après j'ai vu qu'il y avait une question sur les cendres. Nous, bien évidemment, dans nos contrats, on a un système de valorisation des cendres avec un système d'enlèvement et donc pour les grosses chaufferies également. Les grosses chaufferies, on est attentif bien évidemment à la distance d'où vient le bois. On a mis que 90% de l'approvisionnement des chaufferies urbaines doit provenir dans un rayon de moins de 100 km. On laisse effectivement un pourcentage qui permet d'aller chercher soit une opportunité de bois ou soit un problème particulier. On a également, parce qu'on ne voulait pas qu'à travers nos consultations, les concessionnaires de chaufferie urbaine aillent étrangler les professionnels du bois, on leur a demandé de ne pas descendre en dessous d'un certain prix. Donc, sur la ressource. On leur a demandé, j'ai plus en tête, mais on leur a demandé de ne pas descendre en dessous d'un certain prix. Et puis, bien évidemment, on leur demande de valoriser les cendres. Tu as la dernière question, peut-être, Fabrice, sur le pourcentage de refus de camions. Alors ça, c'est aléatoire. On a eu le cas où on a refusé 2 voire 3 camions d'affilée. Par contre, certaines fois, ça passe. Et donc, pour nous, c'est un peu étrange parce que pour nous, la filière de criblage, ainsi de suite, pour nous est la même. Hein, surtout que c'était le même fournisseur. Et donc, il y a quelques mystères, mais c'est normal. Nous, on n'est pas des spécialistes. Hein, et pour le coup, des fois, c'est mystérieux. Vous avez 2 camions, c'est vraiment pas terrible. Il y a beaucoup de fines, c'est très humide. C'est vraiment pas terrible. Le criblage est vraiment pas bon. Et puis, d'un coup, vous avez le 3e camion qui arrive et qui est nickel. Alors, j'imagine que c'est un traitement sur la plateforme, hein, plus ou moins sérieux ou peut-être plus ou moins répété, qui permet d'en arriver à cela. Mais pour nous, c'est un peu problématique. Ceci dit, on a remis cette gestion de cette problématique à notre exploitant de chauffage. Puisqu'à chaque fois qu'on fait livrer, l'exploitant est sur place. C'est lui qui vérifie la granulométrie et qui vérifie l'humidité. Et donc, les bois, quand ils sont refusés, normalement, ils repartent sur la plateforme où ils sont, j'imagine, recriblés ou retravaillés pour pouvoir répondre aux attentes. Merci Fabrice. Peut-être pour Olivier, une question de Nathalie Korbouleski de l'INRAE. Y a-t-il une étude de sensibilité des sols avant l'exploitation des bois qui avant étaient laissés au sol? Oui, j'ai vu cette question, donc elle est pertinente. L'image qu'on a, c'est que le bois énergie ramasse tout. Alors qu'en fait, autrefois, il n'y a pas si longtemps, quand on abattait un chêne, c'était des personnes du village qui venaient et exploiter le bois de chauffage. Et il y avait beaucoup d'exploitation de bois de chauffage pour faire du bois bûche. Et quand on prélevait un chêne, ce qu'on appelle la tête de chêne, était travaillée pour faire du bois de chauffage. Et c'était des compléments de revenus pour beaucoup soit d'ouvriers agricoles ou d'agriculteurs qui l'hiver faisaient du bois. Alors ça se trouve de moins en moins et c'est en train de se mécaniser. Et ça, de toute façon, c'était du bois qui était prélevé. Pour les peupliers, par exemple, autrefois, quand il n'y avait pas le bois énergie, c'est-à-dire il y a 15 ans, quand je dis autrefois, c'est un terme un peu bizarre, les têtes de peupliers étaient très souvent brûlées. La plupart du temps, c'était brûlé, c'est ce qui coûtait le moins cher. Donc aujourd'hui, quand c'était brûlé, il y avait un résidu carbone et un peu de sels minéraux, mais pour le sol, c'était pas grand-chose. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on prélève les branches des peupliers, etc. Mais on prélève pas tout, puisque les sels minéraux et les éléments intéressants pour le sol se trouvent dans les feuilles et dans les bourgeons et dans les ramures. Et ça, nous, on les prélève pas.
Donc, voilà, l'image qu'on s'en fait, elle n'est pas aussi drastique que ça. Mais c'est vrai que le bois énergie exporte plus probablement de carbone et de minéraux de la parcelle que le système d'exploitation traditionnel. Mais c'est pas aussi important qu'on puisse imaginer, parce qu'on est bien loin de tout ramasser. La plupart du temps, les bois sont laissés sur place pour que les feuilles tombent, parce que nous, on n'a pas intérêt à broyer du bois avec des feuilles, parce que la feuille, c'est très mauvais pour le séchage du bois, ça crée de la fine, ça crée de la poussière. Donc nous, on a tout intérêt à laisser les feuilles dans les bois, et c'est la feuille qui est la plus intéressante en termes de retour, notamment de sels minéraux à la parcelle. Pour les essences, Monsieur Voirier a évoqué cette question-là. En fait, il y a très peu d'écart. Il y a très peu d'écart d'énergie entre une tonne de chêne et une tonne de bouleau. Le plus énergétique, ce sont les résineux, notamment l'épicéa, parce que comme il y a de la résine, ça contient du carbone, donc c'est un épicéa est plus énergétique que du chêne. C'est pas une image qu'on a traditionnellement des choses. Par contre, ça joue beaucoup sur le volume. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure qu'il faut ne pas confondre la gestion du tonnage qui correspond à l'énergie avec le volume. Dans un camion de 30 mètres cubes, vous mettez 6 tonnes et demie, 6 tonnes 8 de peuplier, mais vous mettez 8 tonnes 5 de châtaignier. Mais vous livrez à la tonne à peu près la même énergie. La différence est inférieure à 7%. Donc nous, notre objectif, c'est de manière à ce que les réglages des chaudières, s'il y a des chaudières qui sont sensibles à cette question de volume, de densité, nous, notre objectif, c'est de mélanger les essences. C'est très, très rare qu'on livre une essence pure. On a suffisamment de l'eau mélangée pour pouvoir essayer de gérer un calibre constant, une humidité constante et une densité constante. Parce que ça ne joue pas sur l'énergie, mais ça joue notamment pour les chaudières qui sont alimentées avec des vis. Eh bien, une vis doit tourner beaucoup plus quand elle a du peuplier que quand elle a du chêne. Donc, il y a des problèmes de réglage de certaines chaufferies. Donc, nous, notre objectif, c'est d'essayer de lisser la densité de nos livraisons. Et on évoquait le retour des camions. C'est une question que nous, on n'a jamais connue. On n'a jamais eu un camion de refusé parce que on a dès le départ compris qu'en fait, il y avait deux filières qu'il ne fallait pas se mélanger. Alors, il y a des partenaires et de nos confrères qui font tout, qui font l'approvisionnement des chaufferies directes des bois, qui font tous les calibres, et que de faire tous les calibres, ben, c'est compliqué. Donc, nous, on a voulu se spécialiser et pouvoir fiabiliser. Nous, on ne fait qu'un seul calibre et qu'une seule qualité. Donc, en fait, on n'a pas ces problèmes-là. Je vais répondre à la question sur les cendres, sur la valorisation des cendres. Alors, sur les deux filières, petite chaufferie, d'un côté, on a des cendres qui sont sèches et avec des volumes relativement faibles. Souvent, les utilisateurs valorisent ça sur les espaces verts communaux. Effectivement, elles sont qualitatives et ça se passe assez bien comme ça. Pour les plus gros volumes, souvent dans les chaudières, on a un mélange des cendres avec de l'eau. Et donc, ça fait des volumes beaucoup plus importants en mélange avec cette eau. Et donc, c'est des bennes entières qui sont à valoriser. Il peut y avoir des plans d'épandage agricole, sous réserve que les analyses qui en sont faites soient bonnes et correspondent au cahier des charges. Si ce n'est pas possible au regard de la qualité de ces cendres, à ce moment-là, ça devient un déchet ultime et c'est l'enfouissement qui en est la destination. Il y a une question de Dominique Proy. Avez-vous une visibilité sur l'évolution des prix du bois énergie dans les 10 ans à venir? Je vous laisse répondre, peut-être, Olivier. Nous, on considère que
la fragilité de la filière, c'est pas sur l'achat du bois, parce que de toute façon, vous l'avez très bien exprimé, l'approvisionnement étant constant, il n'y a pas de surprise à avoir de ce côté-là. Le delta vient du coût du traitement, c'est-à-dire surtout du coût du transport, du coût de l'électricité pour traiter ça, du coût de la main-d'œuvre. Voilà, donc une évolution qui devrait, à notre avis, le prix du bois rentrant pour entre 30 et 40% dans le prix de la plaquette livrée dans une chaufferie. Pour nous, la stabilité, elle est liée à l'évolution du coût de la vie, mais pas du coût de l'énergie, en fait. Nous, notre plan, notre business plan, c'est une augmentation qui est liée au coût du transport, voilà, au coût de la main-d'œuvre. Alors, l'évolution du coût de la main-d'œuvre, on en a une assez bonne idée. Donc, pour nous, il n'y a pas de surprise à avoir de ce côté-là. Si je peux livrer une réflexion, Olivier, nous dans nos stratégies de développement des énergies territoriales, le bois est pour nous un élément de stabilité dans le prix. Je pense qu'il est quand même plus simple aujourd'hui, effectivement, comme dit M. Flamand, d'envisager quelle peut être l'évolution du prix du bois dans les 10 ans. Bien malin est celui qui peut pouvoir le faire sur du gaz, sur de l'électricité et autres combustibles, combustibles ou énergie. Donc pour le coup, je sais que nous, dans nos réseaux de chaleur, on aime bien malgré tout y intégrer du bois parce que ça apporte de la stabilité. Et étant donné que nos réseaux de chaleur alimentent beaucoup de logements et notamment des logements sociaux, des bailleurs sociaux, on apporte aussi cette stabilité en termes de précarité énergétique. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas à intervenir, que ce soit en activant votre caméra ou via le chat. Guy Genvreau, est-ce que je peux intervenir, Olivier? Bonjour Guy, je t'en prie. Bonjour à tout le monde. Donc, Guy Genvreau, je représente France Nature Environnement en région Centre. Je me permets d'intervenir parce que dans le cadre de la COP organisée par le Conseil régional, je suis à la tête, entre guillemets, enfin, je pilote une coalition qui s'appelle Transition énergétique et biodiversité. Dans ce cadre-là, on a un certain nombre de préoccupations, notamment la prise en compte des énergies renouvelables. Et pour aller plus vite, parce que c'est l'objet de la matinée, il y en a une de ces préoccupations qui concerne le bois énergie. Donc après un échange avec Olivier, notamment, au titre d'Arbre au Centre, on s'est dirigé vers notamment les chaufferies collectives, parce que c'était plus simple. En fait, l'objet de notre travail, c'est de faire en sorte, et ça a été très peu dit, notamment par M. Voiry, parce que c'est compliqué pour une collectivité comme Tours, de prendre en compte la biodiversité où elle se trouve. C'est-à-dire que quand on exploite des forêts, il y a un certain nombre de sujets à prendre en compte. Même dans le cadre de PEFC, par exemple, c'est insuffisant à notre sens sur la prise en compte de la biodiversité. Donc, pour faire court dans ma présentation, nous allons contacter un certain nombre d'opérateurs, dont notamment par exemple Tours et Orléans, et les opérateurs qui sont entre la production et l'utilisation, l'idée étant pour organiser une espèce de charte. Ce sera la question que je te poserai ensuite, Olivier, sur la charte de qualité. L'idée, c'était de travailler avec les collectivités, notamment qui sont financées par de l'argent public, pour prendre en compte un peu mieux la biodiversité, parce qu'on s'est aperçu, alors pour Monsieur Voiry, par exemple, c'est la Cépante sur Tours, on s'est aperçu, par exemple, si je prends les ripisylves, que parfois on nettoie complètement les bordures de rivières parce que ce sont des lieux privés, par exemple, et qu'on fait n'importe quoi sur la gestion de la ressource.
parce qu'elle va bien sûr être intéressante économiquement, mais pas intéressante sur la prise en compte de la biodiversité. Bon, là, je fais un peu long et un peu court en même temps dans ma présentation. Je voulais au moins signaler ce sujet-là qui nous semble absolument nécessaire aujourd'hui de prendre en compte. Il y a toute une série de préoccupations. Voilà, c'était juste une présentation, Olivier, et je voulais te poser la question justement lorsque tu es intervenu au début là sur la charte de qualité. Tu as parlé d'une charte et qualité énergie-bois dont j'ai peut-être pas suffisamment connaissance. Et je voulais savoir sur ces aspects-là notamment, ou d'autres, c'était quoi la prise en compte de cet aspect qualitatif? Je vous remercie. Alors sur l'aspect qualité, cette charte, elle a été mise en place en 2009 et elle vise surtout à ce que les entreprises qui fournissent du combustible prennent en compte les exigences des chaudières. C'est vrai qu'à l'époque, voilà, on avait encore des incertitudes sur la différence qu'il y avait entre les grosses chaufferies, les petites chaufferies. Est-ce qu'une chaudière pouvait quand même admettre des bois relativement humides? Et on voulait insister sur le fait qu'il y avait une vraie exigence sur les petites chaudières en termes de taux d'humidité et de granulométrie qui faisait qu'on avait un enjeu à ce qu'il n'y ait pas de contre-référence. Hein. Quand on n'avait que quelques dizaines de chaufferies, voilà, il fallait quand même convaincre. Donc cette charte-là, elle a mis autour de la table les différents producteurs pour se mettre d'accord sur les enjeux de cette qualité-là. Alors la qualité, elle existe aussi sur les grosses chaufferies, notamment sur les questions de poussière, hein, liées aux émissions voilà, d'un brûlé et de particules fines. Donc cette charte, elle est aujourd'hui essentiellement technique. Donc effectivement, ça ne vient pas rejoindre voilà, la question que tu poses sur la prise en compte de la biodiversité. Donc on avait bien eu cet échange ensemble, Guy, effectivement. Et voilà, avec au niveau d'Arbocentre, on rassemble les différentes entreprises voilà, de la filière forêt-bois. Et c'est vrai que le bois énergie se retrouve touché entre guillemets par des questions d'opportunité de certains propriétaires de bords de rivières avec des nouvelles entreprises qui peuvent se créer parce qu'elles ont trouvé un peu le filon avec ces ressources gratuites entre guillemets voilà, qui peuvent alimenter les chaudières. Voilà, on peut prendre un petit peu de distance en tant qu'herbocentre voilà, sur ces pratiques-là parce qu'on ne les cautionne pas. Si c'est fait dans un cadre qui n'est pas acceptable, voilà, c'est évidemment quelque chose qu'il faut prendre en considération vis-à-vis peut-être de l'achat public et puis également de la délégation de services publics. Effectivement, en tant que représentant d'une collectivité, on fait confiance à un gestionnaire énergétique. Peut-être que demain, il faut aller plus loin dans la surveillance de ces achats-là qui sont indirects et donc mettre en place peut-être une charte ou une considération quelconque pour que qu'on n'aille pas cautionner ces bois-là qui arrivent parfois même en qualité similaire à de la plaquette forestière. Donc effectivement, c'est un travail qu'on va regarder ensemble avec vous au niveau de France Nature Environnement. Merci. Je voudrais compléter, si tu veux bien, Olivier. Dans la charte Arbocentre, dans l'esprit du départ, effectivement, on a été très centré sur la qualité physique en fait de la plaquette parce que c'était la question du démarrage de la filière. Mais il y a aussi dans cet engagement, voilà, c'est pas des gros paragraphes, mais il y a un petit paragraphe qui dit qu'on doit être capable de tracer nos bois. Donc aujourd'hui, si un contrôleur de la charte vient chez nous nous demander d'où viennent nos bois, on doit être capable de dire d'où viennent nos bois. Donc, ça nous paraît important et ça répond un peu à la question de Monsieur Jeanbrot, qui est importante parce qu'on voit très bien qu'il y a une pression, une attention sociétale sur cette question du bois énergie qui est importante.
Donc voilà, la question de la ripisylve, il y a eu des erreurs de fait énormes, notamment sur le territoire ici, il y a eu des problèmes, c'est incontestablement, il faut le reconnaître. Donc ça nous oblige, ça nous fait réfléchir aussi et ça nous fait changer nos pratiques. Aujourd'hui, nous, personnellement, notre entreprise n'interviendra pas sur une ripisylve sans un accord soit de l'ONEMA, soit ici, le territoire est assez bien pourvu. On a des techniciens de rivière. Nous, on intervient un petit peu sur les ripisylves, mais quand on intervient sur les ripisylves, tous les bois sont marqués par un technicien de rivière et voilà, et ça se passe bien. Désolé, le bois énergie est important pour pouvoir valoriser ces bois-là. Mais économiquement, détrompez-vous, c'est pas une affaire parce que de prélever sur la ripisylve, ça coûte très cher parce que ce ne sont pas des chantiers concentrés, c'est des chantiers linéaires, très échelonnés. Donc, il y a beaucoup de transport, il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de dilution de chantier et ça coûte très cher à exploiter. Mais je pense que voilà, c'est une des choses intéressantes du bois énergie, c'est qu'on est capable de valoriser ces bois-là qui n'ont pas de valeur et que les ripisylves ont aussi besoin d'être entretenus avec beaucoup de précautions. Donc voilà, je crois qu'on est capable de travailler ensemble et de porter ces questions-là pour que tout le monde y trouve un intérêt et pour préserver cet environnement qui est important. Excuse-moi Olivier, juste, j'ai pris l'exemple de la ripisylve, mais il y a toute une série de Oui, préoccupations oui, annexes, oui. hein. Et puis je lui assure, je n'étais pas en direct avec vous, Monsieur Flamand, je vois que justement vous êtes très Non, précautionneux. mais c'est important que vous posiez cette question, si vous voulez, parce que la filière, elle a démarré, Olivier Silberberg l'a très bien expliqué. Notre problème, c'était d'arriver à faire tourner les chaufferies, quoi. Bon, et puis petit à petit, le volume augmentant, l'expérience aidante, eh bien, on voit très bien que on a aussi c'est pas des contraintes, mais on a aussi un contexte qui fait qu'on doit avoir des pratiques qui sont compatible avec toutes les questions environnementales que pose Monsieur Jeanbrot. Mais c'est parfaitement possible, c'est parfaitement faisable. Mais ceci dit, voilà, on parle de filière, donc il dit filière, dit partenaire, il faut qu'on en parle. J'ai une question de Jean-Charles Bastien là, sur la proportion d'habitants de la région qui se chauffent au bois collectivement ou individuellement. Alors j'ai une réponse qui peut être partielle. On avait fait une étude avec l'ADEME en 2014 à l'échelle régionale pour mieux connaître les utilisateurs de bois domestiques. Et ce qui ressortait de cette étude-là, c'est qu'il y a environ 300 000 ménages qui se chauffent au bois. Donc ça représente à peu près un quart de la population qui se chauffe au bois, avec en moyenne 5 à 6 terres de bois consommés par an. Donc ce qui a mené justement au chiffre que je vous avais donné tout à l'heure. Donc, ça ne prend pas en compte tout ce qui est collectif. Effectivement, via les réseaux de chaleur urbains, on a une population non négligeable qui est chauffée grâce au bois. Donc, peut-être qu'on peut estimer à 30% voilà, des gens qui se chauffent au bois totalement ou partiellement, et qu'on peut imaginer qu'avec la réduction des consommations, les plans climat et énergie, ils visent la neutralité carbone en envisageant la diminution par 2 des consommations. Donc, via l'isolation des logements, on aurait voilà, une part du renouvelable qui tendrait vers les 100%, en augmentant les productions d'énergie renouvelable, mais surtout en divisant la consommation par 2. Donc on peut, à consommation équivalente, envisager 50% peut-être des habitants qui utiliseraient du bois totalement ou partiellement, et puis avec une diminution très importante des consommations. On voit que dans certains plans climat et énergie territoriaux, que ça peut atteindre plus de 60% des consommations, le reste étant pourvu par la géothermie, par du solaire thermique, par du biogaz. Voilà. C'est l'objet de ces plans climat. Après, j'avais sur le chat, il y a des interventions de Nathalie Corbouleschi pour expliquer voilà, une étude qui a été faite récemment à l'échelle
régionales, voilà, et qui montrent voilà, l'importance du maintien de la fertilité des sols et le fait qu'il y a une importance à prendre en compte ces aspects-là dans les chantiers forestiers. Voilà, il y a des éléments de communication qui sont en cours de réalisation. Voilà. Donc Nathalie, si tu veux intervenir. Oui, bonjour, j'étais en train justement de remettre le son. La vidéo, par contre, je crois que tu l'as arrêtée, mais c'est pas grave qu'on ne me voyait pas. Oui, alors d'abord, je vous remercie tous parce que je trouve que les échanges sont très intéressants et à différentes échelles. Donc, c'est pertinent et ça complète bien ce que moi j'ai pu voir sur les chantiers et ce que j'ai pu échanger avec les gens de terrain. Donc je suis de l'INRAE, je suis chercheur effectivement et ça fait 5 ans qu'on travaille sur des chantiers en région pour voir comment ça se passe, pour étudier la sensibilité des sols et le respect, le maintien de la biodiversité, pour essayer justement de concilier l'exploitation de bois énergie pour répondre à toute cette demande régionale importante qu'on a dit précédemment, mais aussi de pouvoir maintenir la fertilité des sols et la biodiversité. Donc on a essayé des dernières années de faire un peu l'état de ce qui est pratiqué et cette dernière année de proposer des recommandations. Donc on est dans cette phase-là de rédaction de ces outils. Alors il y a des outils numériques pour calculer les volumes qui seront exportables sans dommage au sol et à la biodiversité, puis des outils de communication avec un certain nombre de listes de recommandations. Donc, à la fois, l'intervention de Guy Genvreau m'intéressait parce que si vous réalisez une charte, on aimerait bien échanger pour justement que nos derniers travaux puissent être pris en compte dans une certaine mesure. Et puis, avec tous les acteurs de la filière, je pensais donc à Olivier Flamand pour échanger sur vos contraintes, vos pratiques, et puis voir si justement c'est cohérent avec les recommandations qu'on peut apporter et si on peut vous aider à améliorer vos pratiques. Notamment, vous disiez, il y a des choses qu'on croit savoir ou qu'on pratiquait mais qui n'étaient pas forcément dans la gestion durable. Alors, sans contredire ou vous critiquer, hein, ne le prenez pas mal, mais vous disiez par exemple que l'exploitation de ces tiges ne changeait pas énormément sur l'exploitation globale des éléments nutritifs. Or, tel que nos chantiers l'ont montré, peut-être pas les vôtres, hein, mais nos chantiers l'ont montré, ça a exporté quand même le double des nutriments que ce que fait juste l'exploitation du bois fort. Donc, c'est loin d'être négligeable. Et sur certains sols, et la région, on sait, contient énormément de sols sensibles, des sols sableux notamment, et acides. Et sur ces sols-là, il faut être très vigilant. Donc, voilà, je ne dis pas de plus faire de bois énergie, hein, bien au contraire, mais de le rapprocher plus à ces nouvelles recommandations qui sortent et qui sont complètement adaptées aux contraintes régionales, puisqu'on a fait vraiment une étude sur la région. Donc, il y a des recommandations nationales. L'ADEME est en train également de diffuser des clés pour agir et des outils de communication sur les recommandations nationales. Et nous, en parallèle, on les a déclinés et adaptés aux pratiques locales. Donc, on apporte quelque chose de supplémentaire et on est tout à fait prêt à venir échanger avec vous, à améliorer ces outils pour prendre en compte tout un tas d'éléments qu'on ne maîtrisait pas ou qu'on maîtrise mal, qui sont votre cœur de métier d'exploitant et de fournisseur de plaquettes. Donc, voilà. Donc, je suis complètement ouverte à venir, à échanger en visio, en présentiel, selon les outils qu'on aura à disposition en 2020 pour faire améliorer l'exploitation de bois énergie en région, en maintenant la fertilité et la biodiversité. Voilà. Merci Nathalie. Ce qu'on peut effectivement proposer, c'est que ça fasse l'objet d'un webinaire où tu interviendrais voilà, pour expliquer en fait les résultats de l'étude et un échange qui déboucherait peut-être sur des évolutions au sein des producteurs. On ne t'entend plus. Je disais que tout à fait, Arbocentre est partenaire de ce projet qui se nomme Défi Fort Bois et courant 2021, on comptait bien effectivement lors d'une
événement particulier d'Arbocentre, on puisse présenter ces résultats-là. Mais après, on peut échanger en direct avec certaines personnes qui sont présentes si le souhaitent, il n'y a aucun souci. Merci. Et moi, merci pour ces interventions. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, on est très, très sensible à ces questions et que c'est vrai qu'isolé, on n'est pas pertinent. Donc, moi, ce que je proposerais quand même, Olivier, c'est que justement, on a une charte existante. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui, dès le départ, avec vous, on bâtit une charte qui aujourd'hui est probablement améliorée, notamment pour réintroduire toutes ces questions qui évoluent avec la pratique. Donc moi, je serais assez partant pour qu'il y ait une réunion technique avec les signataires de la charte pour qu'on essaye de voir comment on améliore nos pratiques sur ces questions qui sont importantes, hein. Donc, le faire ensemble, à mon avis, ça serait quand même plus intéressant. C'est noté, on va faire ça. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois plus sur le chat. Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer? Bon, bah, écoutez, si c'est le cas, on va remercier tout le monde et particulièrement les intervenants. Merci Fabrice, merci Olivier. Donc, pour ceux qui n'auraient pas pu assister en direct, ce webinaire a été enregistré et sera disponible via notre chaîne YouTube et donc communiqué via notre site internet. Eh bien, merci à tous et à très bientôt.